Voilà. Tout est installé ailleurs, de manière éclatée, dans différents États, mais il ne restera plus rien ici, parce que nous pensons que notre sécurité n'est plus assurée ici. Et je le dis d'une manière qui n'a rien d'emphatique, je m'inquiète plutôt de ce que nos concitoyens n'aient pas conscience de la gravité de cette période. J'expliquais dans mon premier livre que les États-Unis, en votant le Patriot Act, avaient pris un certain nombre de dispositions qui allaient déteindre sur leurs alliés. Et j'expliquais aussi qu'ils étaient en train de rétablir la torture, etc. Que n'ai-je dit à cette époque? On s'est moqué de moi. Aujourd'hui, c'est même plus la peine, ça ne donne même pas lieu à discussion, tout ça. Nous avons des rapports particuliers du Parlement européen et du Conseil de l'Europe qui montrent que, au cours des 5 dernières années, les États-Unis ont enlevé, séquestré, torturé des gens sur le territoire de l'Union européenne, dans tous les États de l'Union européenne, à l'exception, semble-t-il, du Luxembourg et de la France, à moins que notre documentation soit incomplète. Et question qui me vient là, oui. Est-ce que l'Europe, par rapport à la France, peut être un pôle de résistance ou c'est un pôle de soumission Non, l'Union européenne, aujourd'hui, est une simple courroie de transmission de la volonté des États-Unis. Ça, en tout cas, sur cette question des libertés individuelles, c'est évident, puisque l'Union européenne, certes, il y a eu cette commission d'enquête au Parlement européen, mais l'Union en tant que telle, ni la Commission, ni le Conseil des ministres, n'a fait quoi que ce soit dans ce domaine pour arrêter les crimes des États-Unis sur notre propre territoire européen. D'autre part, la Commission européenne a accepté des choses invraisemblables, comme la transmission aux autorités des États-Unis de toutes sortes d'informations que nos lois nationales et les traités européens interdisent de communiquer à qui que ce soit. L'exemple, c'est quand vous achetez maintenant un billet d'avion à votre insu, le numéro de votre carte bleue, vos éléments d'identité, souvent des choses sur votre propre personnalité, par exemple votre religion, hein, qu'on va connaître par des moyens détournés, en vous demandant si vous mangez halal, kasher ou je ne sais pas dans l'avion, on va essayer de déterminer votre religion. Ce genre d'éléments va être transmis à votre insu aux autorités des États-Unis et installé dans un gigantesque fichier informatique. Pour le moment, il y a déjà plus de 60 millions de personnes qui sont dans ce fichier informatique, dont on arrive à déterminer le profil progressivement. Donc nous sommes tous, aujourd'hui, surveillés par les États-Unis avec la complicité des institutions européennes et en violation de nos lois nationales et des traités européens. Donc l'Union européenne, ce n'est pas une protection, c'est au contraire quelque chose qui trahit la confiance que nous lui avons accordée. À la question des enlèvements en Europe, encore une fois, nous n'avons pas de connaissance de cas sur le territoire français et le territoire luxembourgeois. Mais il y a des pays où nous avons des détails sur des enlèvements qui peuvent avoir été nombreux. C'est souvent des dizaines et des dizaines de personnes qui ont été enlevées. Quel pays, par exemple? Que ce soit l'Allemagne, la Grèce... Non, tout le monde y a eu droit. Tout le monde y a eu droit. Et on enlève quel genre de gens? Alors, il y a une particularité. Pour le moment, on commence toujours par quelque chose. Pour le moment, toutes les victimes de ces crimes avaient un lien commun, elles étaient toutes musulmanes. Généralement, elles n'avaient pas la citoyenneté de l'État dans lequel elles résidaient. Mais il y a des exceptions. Il y a des gens qui avaient plusieurs nationalités. Il y a des exceptions. Donc maintenant, le pli est pris. Alors on nous raconte que ça va s'arrêter, mais il n'y a aucune raison que ça s'arrête, puisque l'Union européenne a signé des accords avec les États-Unis pour autoriser ces choses-là. Donc comme ces accords n'ont pas été dénoncés, simplement, on va devenir encore plus discret pour faire les mêmes choses. Après ce système, qui est en fait l'équivalent de ce qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années avec l'opération Condor en Amérique latine. Mais ce que Bush père a fait en Amérique latine, Bush fils le fait maintenant en Europe. Bon, il y a une nouvelle étape qui est actuellement franchie. Les États-Unis ont des lois dites antiterroristes
qui sont des lois d'exception. Tu sais qu'ils ont suspendu l'application de la Bill of Rights, les premiers amendements de leur constitution, qui étaient vraiment leur gloire et leur honneur. Premier et deuxième amendement. Même les 10 premiers, ils ont touché aux 10 premiers, qui étaient qui assuraient les garanties du justiciable, c'est-à-dire que personne ne serait victime de l'arbitraire de l'État. Bon. Eh bien, tout ça est suspendu, et le président des États-Unis peut prendre des décrets, comme ça, de manière administrative, tout seul. Il fait des listes de gens ou d'organisations, et il peut prendre des sanctions contre ces gens-là. Alors jusqu'à présent, ça se fait toujours par étapes. Au début, on le fait contre des gens que personne ne va défendre. Donc on choisit quelques illuminés à des endroits en guerre, et on les désigne du doigt, et on dit voilà, ça c'est des méchants, il ne faut plus avoir de contact avec eux. Mais là, en juillet-août, le président des États-Unis a franchi une autre étape. Utilisant les pouvoirs spéciaux qui sont les siens, il a dressé des listes de gens et d'organisations qu'il suspecte de déstabiliser ou de vouloir déstabiliser l'Irak ou le Liban. En d'autres termes, là, c'est plus du tout des gens qui sont accusés de terrorisme. Ça n'a rien à voir avec poser des bombes, tuer des gens, c'est pas du tout ça. C'est ceux qui expriment une opposition politique à l'occupant états-unien en Irak ou à la politique que les États-Unis ont au Liban. Ces gens-là se voient interdits d'accès au territoire des États-Unis s'ils sont étrangers. Ils peuvent se voir assignés à résidence s'ils sont états-uniens. On peut leur confisquer leur passeport s'ils sont états-uniens. On peut confisquer tous leurs biens. On peut leur interdire toute activité bancaire, etc. etc. Bon. Donc, ces lois qui sont là, c'est une répression politique, qui n'a rien à voir avec les systèmes démocratiques, qui est caractéristique même de ce que jusqu'à présent on appelle une dictature. Bon. Mais c'est très ciblé. Pour le moment, les gens ne réalisent pas parce que c'est très ciblé. Bon, il y a 300 millions de personnes qui vivent aux États-Unis. Les listes publiées par le président Bush, la dernière liste sur les gens qu'il a mis en cause au Liban et en Irak, elle doit faire 28 pages. Bon. Donc, voilà, ça fait quand même une sacrée série de noms. Hein. Alors là, moi, je vais de temps en temps sur Internet. Il me semblait qu'il y avait un petit espoir par rapport à ce que tu décris. C'était la montée comment dirais-je, d'une espèce de contre-culture à l'américaine sur la thèse officielle du 11 septembre et tout ce qui va avec, puisque tu nous as démontré que c'était articulé, qu'en fait le 11 septembre avait lancé tout ce processus de redécoupage du Moyen-Orient, de passage à une forme de dictature discrète, où être opposant est considéré comme délinquant. Et on voit quand même des gens qui s'organisent, souvent haut placés, des autorités morales, administratives, qui contestent les conclusions du 11 septembre. Et ça a l'air d'être assez de prendre de l'ampleur aux États-Unis, même si on n'entend pas beaucoup parler en France. D'abord, je précise qu'il n'y a pas de version officielle du 11 septembre. D'accord, mais ce n'est pas une version officielle, parce que si le 11 septembre c'est bien un crime, une version officielle devrait être rendue par des tribunaux. Oui, là c'était. Or, il n'y a aucun tribunal aux États-Unis qui ait été saisi des attentats eux-mêmes. On discute de tout un d'enquête qui a produit la commission d'enquête est une commission présidentielle. C'est-à-dire le président Bush a nommé des gens pour mener une enquête visant à attester que lui avait raison. Et là, effectivement, ils ont fait ce pourquoi on les avait officiellement, plus d'un Américain sur deux ne croit pas à la version officielle. Absolument, ils ne croient pas à la version gouvernementale des événements du 11 septembre. Mais ce n'est pas pour autant qu'il y a la révolution chez eux. Et voilà, la majorité des gens est bien persuadée que leur gouvernement est impliqué, non pas simplement d'avoir fermé les yeux, mais est impliqué dans l'organisation des attentats du 11 septembre, à un titre ou un autre. Et pourtant, ils ne sont pas révoltés. Il y a des centaines et des centaines de personnalités aujourd'hui aux États-Unis qui ont pris position publiquement là-dessus. Il y a des sites qui recensent la totalité de des prises de position importantes. Tu peux nous donner des figures
Ce sont des sénateurs, il y a des anciens gouverneurs. Alors, il y a d'anciens parlementaires. Il y a un seul parlementaire en activité, du Congrès en activité, qui a pris position là-dessus, Mme McKinney. Mais sans ça, il y a pas mal d'anciens parlementaires, il y a d'anciens ministres, il y a des généraux, des gens très différents, des universitaires, des gens dans toutes sortes de secteurs différents de la société. Mais leur point de vue est totalement marginalisé.